Le 18 octobre 1999, Valerie s'apprête à partir pour l'école. Aussitôt sortie de sa maison, elle va complètement s'évaporer, laissant que son sac à dos sur le balcon que son père retrouvera. Sa recherche a mobilisé un quartier au complet, même une région au complet. Mais la clé pour résoudre cette affaire se retrouve 10 000 pieds en haut de nous. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. L'affaire d'aujourd'hui, c'est une histoire assez frustrante, je vais vous le dire tout de suite. Encore une histoire horrible que j'ai à vous raconter. Donc, moi, c'est Marie, je vous raconte une histoire de crime par semaine. Donc, si vous avez aimé ça, gênez-vous pas de vous abonner et cocher la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. À chaque fois que je sors une vidéo, vous allez avoir une petite notification. Alors, tire-toi une bûche, puis je t'envoie tout de suite vers la vidéo. Let's go! Ferme ta gueule! Forgive this at 32. Spokane, Washington est une petite ville dynamique où il fait bon vivre. Plusieurs familles s'installent dans la vallée de Spokane pour élever leurs enfants dans un environnement sain où les écoles sont bonnes, où la criminalité est faible, bref, où les gens se sentent en sécurité. Brad Jackson n'en fait pas exception. Il est chauffeur de camion, puis d'ailleurs, il a aménagé avec sa fille Valerie dans une maison qu'il partage avec ses parents. Il avait la garde exclusive de Valerie, car la mère de Valerie, Roseanne Pleasant, elle a mystérieusement disparu en 1992. Mais Roseanne, elle avait des problèmes de drogue, donc il pense que ce serait relié à ça. En octobre 1999, Valerie venait d'avoir 9 ans. Elle était donc en 4e année à une école primaire tout près de chez elle, à quelques pâtés de maison. Puis elle réussissait très bien. C'était une jeune fille très brillante. Valerie était décrite comme une élève fantastique. C'était une petite fille qui raccommodait les chicanes entre copains parce qu'elle aimait pas ça quand ses amis se chicanaient. Elle était toujours souriante. C'était une petite fille qui était remplie de bonheur. Valerie, c'était une toute petite fille menue. Elle avait des beaux cheveux bouclés, roux. Une jolie petite fille. Le matin du 18 octobre, la journée elle avait commencé comme tous les autres jours d'école. Valérie, elle s'amusait, puis elle procrastinait un peu dans le jardin, puis elle s'amusait avec le chien. Puis là, son père, il disait « Allez, Valérie, tu vas être en retard à l'école. Allez, rentre. » pendant qu'il pliait la lessive. Un coup bien décidé, Valérie rentra dans la maison, passa à côté de son père, sorta dehors. Son père s'en allait à sa suite quelques minutes après. Puis en sortant, la première chose qu'il a vue par terre, c'est son sac à dos, mais pas de Valerie. Brad, quand même inquiet, s'est mis à crier après sa fille. « Valerie, où es-tu? Où es-tu? » Sans réponse. La panique monta d'un cran, puis là, il se mettait à courir dans les jardins des voisins, à toquer aux portes. « Est-ce que vous avez vu ma fille? Est-ce que vous avez vu ma fille? » Une petite rousse bouclée. Aucune trace de Valerie. C'est sans attendre et assez paniqué que Brad Jackson va appeler le 911. Cet appel a non seulement mobilisé les polices, mais aussi le voisinage. Le mot s'est passé ultra rapidement. Une petite rouquine aux cheveux bouclés a disparu. Tout le monde savait que c'était Valerie. La police arrive, le père a des détails assez précis sur l'heure de sortie de Valerie de la maison. Elle est sortie à 8h32 pile. Donc, on s'imagine que ça va sûrement aider les polices à savoir où est-ce qu'elle aurait pu aller, puis combien de temps qu'un enfant de 9 ans peut marcher, où est-ce qu'elle pourrait être. Encore là, les policiers s'affolaient pas. C'était pas une première qu'une petite fille se perdait dans le voisinage ou se promenait et finissait à jouer avec un autre ami, puis qu'il la retrouvait éventuellement. Mais dans le cas de Valerie, ça ne fut pas le cas. Valerie reste introuvable.
Sa grand-mère inquiète a même parlé à la télévision pour supplier son retour. Alors que les recherches continuent, les voisins commencent à appeler pour donner des pistes. Une a dit qu'elle avait vu quelqu'un de suspect se promener dans le quartier. Un homme qui était très grand avec un manteau bleu et des cheveux clairs. Et tout ça, ça a installé un sentiment d'inquiétude dans le quartier. C'est évident, hein? Les parents ne voulaient plus envoyer leurs enfants à l'école tout seuls à pied. Ils allaient les reconduire. Les parents ne laissaient plus jouer leurs enfants dehors seuls. Ils les accompagnaient. Évidemment qu'ils ne voulaient pas que leur enfant soit le prochain disparu. Les jours s'écoulaient et aucune trace de Valérie. Il y avait des affiches partout, des affiches installées dans les voitures, dans les commerces, sur les poteaux, les journaux, la télévision diffusait son avis de recherche. Mais Valérie, elle restait introuvable. L'inquiétude que tu dois ressentir pour un parent quand ton enfant disparaît comme ça du jour au lendemain, c'est pas compliqué, là. Moi, j'arrêterais de respirer, j'arrêterais de manger, j'arrêterais de dormir. Ça doit être horrifiant. Un enlèvement était possible, mais avant d'envisager cela, la police va vérifier plutôt dans l'entourage immédiat de la petite, donc dans sa famille. Est-ce que sa mère pourrait peut-être avoir enlevé sa fille? Peut-être qu'elle est revenue pour sa fille, peut-être qu'elle est partie avec. Donc, la police va quand même aller questionner le frère de Roseanne. Le frère de Roseanne, par contre, il était certain que sa sœur n'avait rien à voir là-dedans. Par contre, il pointera Brad, le père de Valérie. Il va dire qu'il aurait pu la vendre à un réseau de pornographie pour gagner de l'argent. Peut-être avait-il aussi des problèmes de drogue. Il aurait peut-être besoin d'argent aussi pour ça. Les détectives vont alors fouiller la maison des Jackson pour essayer de voir s'il n'y aurait pas des indices. Dans la chambre de Valérie, il y avait du sang sur sa tête d'oreiller. Mais Brad, il pouvait expliquer ça. Valérie, elle avait des saignements de nez fréquents. Puis c'est quand même très plausible, là. Les policiers trouveront aussi des antidépresseurs prescrits au nom de Valérie, du Paxil plus précisément. Ils apprendront que la petite, normalement super heureuse et sans problème, elle consulte parce qu'elle vit une relation stressante avec la petite amie de son père, Danette Schroeder. Danette et Valérie se chicanaient énormément, puis des fois, ça allait même qu'à se battre. C'est Danette, d'ailleurs, qui a suggéré à Brad que Valérie suive une thérapie. C'est à ce moment-là, lors de la thérapie, qu'elle a reçu des antidépresseurs. Dans le lit de Valérie, les policiers vont retrouver 2 poils roux. Là, vous me direz que c'est normal, elle a les cheveux roux, bouclés. Ouais, mais non. Ces poils roux-là, il était plus bien. Puis après analyse, il appartenait à Brad Jackson, son père. Il y a 2 possibilités. Soit que Valérie subissait des abus sexuels de son père, ou soit ça aurait pu aussi être un transfert. Donc, Valérie marche en pied de bas par terre, les poils pubiens collent sur ses bas, puis elle va se coucher dans son lit avec les poils pubiens. Ce que les enquêteurs trouvaient curieux, c'est que le père se rappelait de chaque petit détail beaucoup trop clairement dans sa tête pour la normale des parents qui ont un enfant disparu. 8h32, la petite est sortie de la maison. La petite portait un chandail blanc, une veste turquoise avec des petites fleurs dessus, un pantalon en jeans et des chaussettes mauves. Des détails vraiment... Qui se rappelle de la couleur des bas de son enfant qui disparaît? C'est spécial. Et bien que Valérie, elle était connue pour ses saignements de nez, dans la maison, partout, ils ne trouveront aucune preuve d'un saignement de nez la veille. Donc, il n'y a pas de serviette, il n'y a pas de mouchoir, il n'y a aucune trace de sang par terre nulle part sur le plancher. Je veux dire, quand tu commences à saigner du nez dans ton lit, tu te lèves, puis tu t'en vas à la salle de bain, il va en avoir à terre, il va en avoir sur le comptoir. Un peu, des petites gouttes infimes peut-être, mais vous allez trouver, bon, une serviette mouillée pour arrêter le sang, vous allez trouver des essuie-tout, je sais pas, des mouchoirs. Rien du tout. C'est avec un mandat que les 2 voitures de Brad seront remorquées pour être fouillées, question de trouver des preuves aussi dans les voitures, mais rien ne sera trouvé dans les 2 voitures de Brad. 2 semaines après la disparition de Valérie, une veillée en son honneur est donnée par les habitants de son quartier. Peu de gens, à ce moment, sont au courant que le père est le premier suspect. D'ailleurs, le père, il se sentait suivi par les médias, par ses voisins, même par les policiers. Il se sentait harcelé, dans le fond, là, puis il commençait à être paranoïaque. Par contre, la police, elle n'avait pas besoin de suivre Brad.
Parce que lors de la fouille des deux voitures, ils ont installé un système GPS bien caché dans la voiture. Donc, la police savait en temps réel où se trouvait Brad. Évidemment, ils ont confronté Brad, le détective Madsen, plus précisément. Il va prendre une espèce de chance. Après 2 semaines de disparition, il va accuser Brad. « Je le sais que tu as tué ta fille, c'est sûr que c'est toi. Puis on le sait qu'elle est enterrée quelque part. » Ça, c'est un guess qu'il va prendre parce qu'il ne sait pas en réalité. Mais il se doute un peu, par contre, parce que ça fait 2 semaines qu'il cherche partout. Il y a des battus partout. Il y a des chiens policiers qui essayent de suivre son odeur. Ils sont pas capables de trouver la petite. Donc, les chances sont assez fortes pour qu'elle ait été enterrée. Ce que l'inspecteur Madsen va dire à Brad, « Je suis certain que tu n'as pas enterré Valerie assez profondément. Ce sera pas long que les animaux vont la déterrer, puis on va la retrouver. » Il laisse ça comme ça, puis il laisse Brad finalement s'en aller, parce que Brad n'a pas fait d'aveu, puis il s'est défendu tout le long que ce n'était pas lui. Brad, par contre, va rapidement mordre à l'hameçon, car le système de localisation de sa voiture va le suivre jusqu'à 60 km plus loin de son domicile, vers un site d'exploitation forestière plutôt éloigné. Il va y passer 44 minutes sur place. 5 jours plus tard, Brad il va aller dans l'autre sens, à peu près à 5 minutes de chez lui, en voiture, pour un autre endroit isolé sur Vickery Road. Un genre de territoire de chasse où il y a peu de maisons, bref, plutôt de la faune puis de la forêt. Il est arrivé à cet endroit-là à 2h28 et est reparti à 2h45, soit environ 15 minutes plus tard. De là, il va encore conduire 60 000, où je vous ai dit la première fois, au site d'exploitation forestière. Puis comme sur Vickery Road, le site d'exploitation forestière, il est très isolé. C'est de la forêt, hein? La police fait ni une ni deux et se présente directement à l'endroit sur Vickery Road. Quand la police se présente à cet endroit-là, les chiens vont tout de suite se diriger vers une tombe peu profonde. Elle est vide à l'intérieur, à l'exception de 2 sacs en plastique vides et du duct tape avec plusieurs cheveux roux collés dessus. Ensuite, la police va se diriger tout de suite à 60 000 où l'exploitation forestière elle est. Et sur place, avec les chiens pisteurs, ils vont tout de suite repérer un endroit qui avait été tapé un peu, qui voyait que ça avait bougé. C'était une tombe, cette fois-ci, un peu plus profonde, puis en déterrant. Ils vont malheureusement trouver le corps de la petite Valerie, 9 ans, face contre terre à l'intérieur du trou. Donc, on peut dire que la police, elle avait effectivement réussi sa petite feinte face à Brad. Brad a vraiment mordu l'hameçon puis est allé enterrer simplement sa fille plus creux dans un autre trou. La police avait maintenant une avalanche de preuves qui tenait à dire que c'était effectivement Brad qui avait procédé à l'enterrement de sa fille. Le sac en plastique était les mêmes que ceux qui étaient trouvés chez Brad. Le duct tape, il marchait exactement avec un trouvé dans le sous-sol de Brad. Les empreintes de voitures sur les 2 sites, les empreintes de chaussures, correspondaient également à Brad. Toutes les preuves le liaient à l'enterrement de Valerie. Il devait donc maintenant prouver que c'est Brad qui avait aussi tué Valerie. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer les sacs en plastique au service secret américain pour analyse. Eux autres, ils ont des procédés un petit peu plus avancés pour faire ramasser les empreintes sur du plastique. Puis, à la CIA, ce genre de dossier de disparition d'enfants, de meurtre d'enfants, même s'ils sont bien gros occupés, va quand même passer devant, puis ils vont souvent faire apparemment ce genre de contrôle-là pour les villes ou les comtés aux États-Unis. Ce fut d'ailleurs un succès parce qu'ils vont trouver les empreintes de Brad sur le sac en plastique, mais aussi sur le duct tape. Boum! Lors de l'autopsie de Valerie, le médecin légiste ne trouvera pas de traces d'agression sexuelle sur Valerie. Ce qu'il va découvrir, par contre, c'est des ecchymoses autour de son visage, autour de son nez, ce qui tendra à mener vers la cause de sa mort. Valerie aurait été étouffée avec un oreiller que son père tenait contre son visage. Mais pourquoi Brad a-t-il tué sa fille? C'était quoi le motif? C'était quoi l'intérêt? Pourquoi il a fait ça? Ce sera pas long, je vous dis tout ça.
Encore une fois, le système de localisation va aider les policiers à trouver la réponse à ces questions-là. La manière que les enquêteurs vont expliquer les événements, ce qui serait arrivé, c'est que Brad aurait étouffé sa fille dans son sommeil. Ensuite, il aurait ramassé un sac de plastique qu'il aurait mis sur sa tête, qui aurait mis du duct tape pour faire sûr que dans le transport du corps jusqu'à la voiture, qu'il n'y ait aucun sang nulle part. Il va habiller sa fille pareil comme si elle allait à l'école. Les chaussettes, les pantalons, le chandail, la veste et tout et tout. De là, l'explication du pourquoi il savait la couleur des chaussettes de sa fille. Il va alors conduire jusqu'à Vickery Road, là où il a enterré sa fille la première fois dans une tombe peu profonde. Il va retourner chez lui, puis c'est ce matin-là qu'il va appeler la police pour la déclarer disparue. Quelques semaines plus tard, alors qu'il mord à l'hameçon de l'enquêteur, il va aller déterrer sa fille sur Vickery Road. De peur que les animaux la retrouvent, il va aller la porter 60 000 plus loin, où l'exploitation forestière, puis il va creuser un trou plus profond. Le système GPS va montrer que Brad passe sans arrêt devant la maison de Danette Schroeder, de qui il était séparé depuis peu. Mais apparemment, toujours autant obsédé par elle, il va pas arrêter de passer en avant chez elle, aller-retour et aller-retour et aller-retour. C'est pas vraiment une place sur son chemin, si on veut. Fait que qu'est-ce qu'il a probablement réalisé, là, c'est que Danette et Valerie, ils ne s'aimeraient jamais, puis que Danette l'avait probablement laissé pour ces raisons-là. Elle se sentait pas bien dans cette famille-là, elle aimait pas la petite. Puis lui, ben, il s'est dit, bon, meilleure manière de faire, c'est de me débarrasser de la petite, hein? Comme ça, je vais pouvoir vivre mon amour au grand jour. Ouais. D'ailleurs, en prison, Brad va même demander Danette en mariage. Évidemment qu'elle refuse la proposition. Elle n'était pas si folle que ça, finalement. C'est 1 an après les faits que Brad a été jugé pour meurtre au premier degré. Il plaidera non coupable en disant que c'était accidentel, qu'elle est morte d'une overdose de Paxil et qu'il avait peur d'être jugé pour ça. Mais la dose de Paxil, après les tests de toxicologie, était normaux et loin d'être mortelle. Donc, il sera déclaré coupable, puis il obtiendra une sentence de 56 ans de prison. Maintenant, la question que les enquêteurs se posent, c'est où serait Roseanne, la mère de Valerie? Hein? Vous vous souvenez, elle est disparue. Est-ce qu'elle est vraiment disparue? Ou est-ce qu'il s'en est débarrassé de la même manière que Valerie parce que sa vie serait plus facile sans elle? Mais ça, il l'a jamais avoué, puis j'imagine que peut-être qu'on le saura jamais. Un père qui est supposé d'aimer sa fille, la protéger, c'est ça ta job de père. Mais en réalité, ça a été lui le plus gros prédateur de sa fille. Comment tu peux, dans la vie, décider de choisir une femme ou un homme, hein? Ça arrive souvent dans les deux cas, au lieu de tes enfants. Comment tu peux donner la priorité à quelqu'un dans ta vie puis tasser tes enfants? Comment il y en a d'ailleurs des familles que les enfants, ça marche pas avec le conjoint. Là. Ça marche pas parce que pour toutes sortes d'espèces de raisons, mais que la femme ou l'homme choisit le conjoint puis choisit de laisser ses enfants malheureux dans cette relation-là. Dans cette histoire-là d'aujourd'hui, c'est encore pire, il l'a tué. Mais oublions pas les enfants qui sont malheureux dans plein de milieux au Québec parce que tu es tombé en amour là, puis que tu vois plus clair. Là. Je trouve ça épouvantable. Donc, c'était mon vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a quand même plu, encore une fois, même si c'est un sujet très poignant et très frustrant. Donc, je vous souhaite une belle semaine, puis on se revoit la semaine prochaine, puis soyez prudents, puis essayez de penser à vos enfants. Salut, bye!